Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps, c'est la première fois depuis mon heureux événement. Et c'est d'ailleurs la deuxième fois avec le nouveau générique. Ça faisait longtemps que je l'avais pas revu et j'en suis très content de mon générique. Avec les nouvelles images, j'en suis très content. Merci beaucoup à tout le monde, vous êtes déjà très nombreux dans le chat. Merci d'ailleurs à Xeland4 dont on utilisera ton screen pendant le live quand on reparlera de la Formule 3. J'en profite avant que j'oublie pour remercier IMN17, Sakisaki Rumba et Iratse pour les follow. On a passé les 600 follow sur Twitch, on a passé d'ailleurs les 500 sur la chaîne YouTube Percy VOD, sur la chaîne de rediffusion. Donc merci à vous tous sur Twitch et à ceux qui m'écoutent en différé sur YouTube. C'est rare que je pense aux gens de YouTube quand je suis en live, mais pour une fois j'y pense. Écoutez, voilà, on est réunis aujourd'hui pour parler de ce week-end qui vient de s'écouler, F2 et F3 à Monza. Il y a toujours de l'action, il y a toujours de l'action à Monza, c'est un circuit très particulier qui autorise beaucoup de dépassements. On s'est clairement pas ennuyé, en Formule 3, c'était un week-end absolument banger. De toute façon, Formule 3 plus Monza, honnêtement, je sais pas s'il y a un meilleur combo de circuit plus voiture. Et il y avait aussi la F2 à Monza, alors on s'est pas ennuyé non plus, mais bon, voilà, il y a eu quelques petites polémiques dont on parle depuis le début de saison, et ça s'est encore plus vu sur ce week-end, sur ce circuit avec des très grandes lignes droites, donc on va en reparler bien évidemment. Vous connaissez la chaîne, on va parler grâce à un PowerPoint. Bien entendu, on va se focus sur la F2, sur la F3, on fera aussi quelques petits apartés en fin de live. Sur d'autres belles performances françaises, mais pas que du week-end. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de parler F2, F3, on peut parler du mini-espoir. Non, je vais pas parler de Nils Coulen en premier, j'avoue que Nils Coulen, je sais même pas si je vais en parler. Le débutant en Formule 2. Merci beaucoup à Gaspachet pour son cheer, merci beaucoup. Évidemment, on est obligé de parler de Théo Pourchaire qui a fait son retour dans un paddock de Formule 1, évidemment. C'était pas pour piloter c'était pas pour piloter une F1, c'était même pas pour la séance d'essai libre. Non, c'était vraiment juste pour être présent dans le paddock, on sait pas trop pourquoi. Et pour la première fois depuis très longtemps, le commandement de Sauber a parlé de Théo Pourchaire, donc il existe bien aux yeux de Sauber, il n'a pas été ignoré, il existe encore. Donc on rappelle Sauber qui a un peu changé de management, hein, exit Andreas Seidel, arrivée de Mattia Binotto, arrivée de Jonathan Whitley. Whitley il n'est pas encore arrivé, mais Binotto est déjà présent aux rênes de l'équipe Sauber. Et Binotto a parlé de lui aux médias en disant que Théo Pourchaire faisait bien partie des candidats en 2025 pour un siège. Ça semble a priori logique, le gars a tout juste 21 ans et est troisième pilote de l'équipe depuis 2022 et champion de Formule 2 à seulement 20 ans, chose que seuls Russell, Leclerc et Piastri ont fait avant lui dans la F2 moderne. Donc ça paraît assez logique qu'il soit sur la liste des candidats. Merci beaucoup à Homero pour son 10e mois de sub, 7e mois consécutif. Merci beaucoup à toi. Toujours derrière Hakkinen et Fangio dans la shortlist, par contre, faut pas déconner. Non mais, honnêtement, je m'attends pas à grand chose. Honnêtement, je m'attends pas à grand chose. Je préfère pas avoir d'espoir irréaliste, mais voilà, Mattia Binotto a parlé de lui aux médias, mais il n'a pas que parlé de Théo Pourchaire, hein, faut pas non plus voir les choses en rose totalement. Il a aussi parlé de Gabriel Bortoleto qui a impressionné énormément lors de ce week-end et qui impressionne de toute façon depuis le début de saison. Hein. Depuis le début de saison en F2, Gabriel Bortoleto, c'est l'un des pilotes les plus solides, même le pilote le plus solide avec Isaac Hadjar, je pense. Donc voilà, Gabriel Bortoleto en plus c'est un pilote brésilien qui peut apporter pas mal de sponsors, qui peut apporter pas mal de soutien, le marché sud-américain, etc. Ça peut être intéressant hein, pour un constructeur comme Audi qui arriverait bientôt. Alors que Théo Pourchaire, c'est vrai que ce serait un troisième pilote français et que tout ce qu'il représente c'est Intermarché.
ça claque un peu moins que tout un marché brésilien, je peux comprendre, mais en attendant, Théo Pourchaire, c'est quand même celui que Sauber a financé pendant des années et des années, depuis 2019. On rappelle, Théo Pourchaire, il fait partie du giron Sauber. Merci beaucoup à Souzabank pour son follow. C'est très cool Intermarché, mais je dis pas le contraire. J'ai d'ailleurs fait mes courses chez eux il n'y a pas plus tard que hier. Donc non, évidemment, vive Intermarché, je suis d'accord. Mais bon, une F1 Intermarché, le flot de fou, mais évidemment, moi je dis... Enfin, moi, purée, c'était mon rêve depuis 2019-2020. Hein. J'imagine bien en 2026, Sauber, Audi, Intermarché, F1 Team. Bah écoutez, envoyez tous vos meilleurs courriers, vos meilleurs mails à Intermarché pour essayer de les convaincre. Il a quel âge Bortoletto? Il a 19 ans. Il a 20 ans en octobre, si je dis pas de bêtises. Il est né en fin 2004. Donc bah, il est un an plus jeune, mais en soi, voilà. Donc Jérôme, il va pas demander à Intermarché France. Jérôme Pourchère, bah, en plus de base, il était censé demander à Intermarché France. Il y avait des négociations, je me rappelle, fut un temps pour que Théo Pourchère soit soutenu par Intermarché France. Je sais pas si ça a débouché sur quelque chose, je ne crois pas. Bon, écoutez, voilà, donc Théo Pourchère fait officiellement partie de la liste de Mattia Binotto. C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, mais il y a quand même Bortoletto qui a quand même pas mal d'arguments à la fois sportifs, à la fois des arguments financiers que Théo Pourchaire n'a pas. Donc ça va être Bortoletto en pôle pour toi pour le siège. Bah, honnêtement, je préfère largement que ça soit un Bortoletto que un Bottas qui certes fait une bonne saison, mais qui est quand même 22e sur 20 au championnat et qui bah, n'apporte plus grand chose, surtout si tu as Nico Hülkenberg qui arrive dans l'équipe. Un duo Hülkenberg-Bottas, moi, j'appelle pas ça Sauber, j'appelle ça un EHPAD. Donc, au bout d'un moment, on est dans quelle phase du deuil pour les fans de Pourchère? Le déni? Bah non, puisque de base, j'étais dans l'acceptation. J'étais dans l'acceptation du fait qu'il n'irait jamais en F1. Et là, là j'essaye d'entrer peut-être dans une nouvelle phase de déni. Hulk, ça va encore. Non mais oui, évidemment, hein, c'est pour la blague, hein, puisque Hülkenberg fait quand même de très très belles performances, même s'il a fait un de ses moins bons Grands Prix ce week-end. Zou pourrait se faire dégager avant la fin d'année, j'y crois pas. J'y crois pas trop, honnêtement. Non, j'y crois pas. J'y crois pas. Même s'il est complètement à la rue par rapport à Bottas, je vois pas un remplacement en fin de saison. Surtout que voilà, la F2 n'est pas terminée, etc. Après, voilà, ça ferait du sens pour essayer de tester un pilote en vue de 2025, pour essayer de voir si Théo Pourchaire ça peut être intéressant, si un Bortoletto, si même un Schumacher qui reviendrait du Diable Vauvert pourrait avoir sa deuxième chance en Formule 1. Je sais, ouais, la FOM serait peut-être pas chaude. Hein, on sait, voilà, la FOM essaye de faire en sorte que voilà, il y ait des nationalités diverses et variées, qu'il y ait un Mexicain, qu'il y ait un Argentin, qu'il y ait un Brésilien, enfin voilà. De virer le seul pilote chinois de l'histoire de la Formule 1, je sais pas si la FOM serait super fan. En vrai, je me dis qu'il y a moyen que Sauber teste Pourchaire l'an prochain et prenne Bortoletto en troisième pilote, juste histoire de tester Pourchaire et de lui offrir l'opportunité qu'ils lui ont fait espérer tout ce temps. Par contre, ils le prendront pas plus d'un an en premier lieu, car ça, j'en suis presque sûr s'ils le prennent. Ouais, mais dans ce cas, s'ils le prennent que pour un an, autant rien faire en fait. Enfin, tu prends un pilote, tu essayes d'avoir un projet un minimum solide à lui proposer. Et après, voilà, hein, on va pas se cacher quand même. Sauber, c'est l'équipe la plus déprimante. Elle est tout le temps dernière. Il n'y a absolument rien à espérer. C'est une équipe qui est complètement morte, en attendant que Audi arrive. Si Théo fait un an, il quittera jamais la F1. Bah, oui, en fait, pour moi, voilà, le plus dur, contrairement à ce qu'on pouvait lire ou ce qu'on pouvait dire il y a quelques années, le plus dur, c'est pas tant de rester en F1. Oui, le plus dur, c'est pas tant de rester en F1, c'est d'y arriver. Et voilà, c'est surtout ça. Maintenant, il faut vraiment avoir sa chance en F1, un peu comme Oli Berman l'a fait et qu'il a eu 7 chances en F1. Et voilà, après ça, tu peux te débrouiller pour avoir un baquet. Tant que tu n'as pas eu ta chance en F1, tu te retrouves dans une situation où on ne sait pas vraiment ce que tu vaux. Et donc ça tente jamais. Et donc, tu n'as jamais ta vraie chance en F1 sur le long terme. Voilà, que quand t'as des Perez, quand t'as des Ricciardo, quand t'as des Stroll qui restent et qui bloquent des baquets pendant des années, je suis désolé, mais le plus dur, c'est pas de rester en F1, c'est d'y arriver. D'ailleurs, c'était marrant, les logos du sponsor argentin de Colapinto au niveau de la parabolique, coïncidence sympa avec cette titularisation. Alors évidemment, d'ailleurs, ça m'a un peu pris ma veste.
Vraiment, ce week-end, c'était pépite. Hein. Sur Twitter, je me suis fait prendre ma veste par les Français et par les Brésiliens. Il n'y a que les Argentins qui se sont un peu calmés sur moi. Euh, puisque voilà, j'avais dit évidemment que Franco Colapinto n'est pas un pilote payant, c'est un pilote qui, qui avait besoin de financement participatif pour faire ses saisons de F3, qui a été bien aidé par Williams en F2, mais évidemment pour arriver en F1, il y a un sponsor argentin, oui, Globant, a débloqué un peu plus d'argent pour que Colapinto ait sa chance en F1. Maintenant, les sommes qui ont été annoncées dans les médias, c'est des sommes ridicules, honnêtement. C'est des sommes ridicules. C'est franchement pas si exorbitant que ça. Voilà, il y a des pilotes qui ont payé beaucoup plus, ne serait-ce que pour faire un Grand Prix. Donc l'étiquette Colapinto pilote payant, je suis désolé, je suis totalement contre. Même si voilà, on avance le chiffre de 4 millions et demi, de 4 millions et demi pour les 9 Grands Prix, c'est très faible. C'est vraiment très faible comparé à ce que certains autres pilotes ont apporté pour ne serait-ce qu'un Grand Prix. Donc voilà, je me suis retrouvé à défendre un Argentin sur Twitter. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, en vrai, après, Colapinto, je l'aime bien. 5,5 millions, oui, bah, que ça soit 4. Alors, moi, j'avais vu le chiffre de 4 millions et demi, mais que ça soit 4 millions et demi ou 5 millions et demi, honnêtement, ça change pas grand chose sur les choses d'un point de vue global, en fait. Euh, J'avais fait des tweets pro Colapinto. Il y a une masse d'énormes Argentins qui sont venus en DDM avec des allées pour cher. J'aurais jamais vu une alliance franco-argentine un jour, mais bon, voilà. Donc il y a les Français qui sont tombés sur ma veste, qui ont pris ma veste pour les tweets pro Colapinto. Et évidemment, les Brésiliens qui m'ont allumé parce que j'ai osé dire une banalité sur les moteurs de Formule 2 qui étaient totalement inégaux, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Pour en revenir à Théo Pourchaire, franchement, voilà, c'est peut-être pas mort, mais il n'est pas favori non plus. Il est pas favori, il a l'air de partir d'assez loin, il n'a pas assez d'arguments financiers. Voilà, j'ai malheureusement tendance à penser que Bortoleto a plus de chances pour arriver en F1 que lui. Voilà, il y a plus de momentum actuellement en cours, c'est dommage. J'ai entendu une rumeur un peu, je sais pas à quel point elle est crédible d'un Pourchaire. C'est quoi ce bot? Comment on peut l'effacer? Zut. Oh, merci à Alex Caldi, 7e mois de sub consécutif. Merci beaucoup, 7 mois d'abonnement pour assister au débat sur les moteurs Mechachrome. Allez, c'est pas la première fois qu'on en parle, hein. C'est pas la première fois qu'on en parle des moteurs Mechachrome, mais là, au bout d'un moment, la vérité explose au grand jour, je pense. Hein. À Monza, on l'a vu plus que jamais. Hein. On l'a vu plus que jamais. Ouais, pour Théo Pourchaire, j'ai entendu peut-être de la Formule E. J'ai entendu peut-être de la Formule E avec Nissan, mais il faut que je croise un peu plus les sources. Pour l'instant, c'est pas très solide. Rumeur comme quoi Théo est un TikToker. Non, non, non. Attendez, oh, c'est le train de la hype, je sais jamais ce qu'on est censé faire, mais... D'ailleurs, on en pense quoi de ce premier Grand Prix de Colapinto? Et on remercie beaucoup à Ludaxito78 pour sa sublime transition. Colapinto, baptême du feu réussi. Son premier Grand Prix, évidemment. Hein. Nissan FE, c'est plutôt Martins. Écoute, j'ai entendu des trucs comme quoi Martins, il pourrait faire une 3e saison de F2. Je ne comprends pas comment c'est possible. Train de la hype, faux sub. Bah voilà, faites des subs. Offrez-moi des subs. Je prends. Il y avait eu des rapprochements avec Maserati par le passé. Bon, en tout cas, enfin, je suis pas du tout un spécialiste Formule E, hein, donc voilà, c'est plus des gens de Feeder Series qui sont plus impliqués dans la Formule E que moi qui m'ont dit ça. Donc je sais pas à quel point c'est crédible, puisque fut un temps, il y a 1 an ou même 2 ans, il y avait eu des rumeurs comme quoi Théo Pourchaire pourrait aller chez Nissan en Formule E, puisqu'il y avait il y a Art Grand Prix qui travaille avec Nissan justement. Théo Pourchaire avait fait les tests de développement de la Gen 3. Voilà, voilà. Donc je sais pas à quel point c'est crédible. En tout cas, j'aimerais bien, même si c'est la Formule E et que bah, peut-être qu'il mérite mieux que ça. En attendant, la Formule E, c'est quand même un championnat du monde avec des constructeurs, avec des pilotes de premier plan. Voilà, donc moi je serais content de le voir dans un championnat du monde avec un constructeur. Voilà. J'ai entendu que Théo irait pas en Formule E. Bah écoutez, pour le coup, je suis impliqué dans la FE. Bah écoute, Alex, si t'as des choses à nous dire sur Théo Pourchaire, moi je prends. Hein.
Euh, je prends, je prends. Et puis, franchement, honnêtement, s'il y a un Théo Pourchaire qui arrive en Formule E, moi, je retournerai regarder la Formule E. J'étais un énorme fan du championnat sur les premières années, et pour moi, c'est devenu beaucoup trop n'importe quoi. J'en avais marre des red flags à chaque course, j'en avais marre des crashs de débiles. Donc voilà, on verra si Théo Pourchaire arrive en Formule E, je ne sais pas. Je regarderai a priori la Formule E à nouveau. Pourchaire en FE, champion du monde au bout de 2 ans. J'aimerais bien en vrai. J'en avais marre de Di Grassi, ouais aussi. La raison pour laquelle je crois pas pour Théo chez Sauber, c'est qu'à chaque fois qu'il y a 1% de chance qu'il a un baquet, il se précipite pour le dire dans les médias et là il dit le contraire. Ah, peut-être que justement il apprend de ses erreurs. Hein. Moi aussi je suis impliqué en F1, je peux dire sans sourciller que Red Bull va faire monter James Segozzi dans le prochain. Bon écoutez, voilà, pour en revenir à Franco Colapinto, voilà, pas grand chose à dire, très très bon, finir à moins de 15 secondes d'Albon, c'est très solide. Après voilà, c'est l'un des meilleurs week-ends de Williams, on sait que Williams adore ce circuit de Monza à une vitesse de pointe très importante, mais voilà, il y a forcément le contre-exemple, enfin l'exemple ou le contre-exemple de Nick De Vries il y a 2 ans, qui avait fait une seule pige chez Williams, qui avait marqué des points et tout le monde l'avait vu comme un futur champion du monde. On a vu ce que ça a donné après chez AlphaTauri. Bon, voilà, on va rester les pieds sur terre. En attendant, il n'y a pas eu d'erreur, c'était très propre, il y a eu des beaux dépassements. Évidemment, voilà, c'était l'un des week-ends sur lesquels voilà, la Williams était le plus à l'aise, était le plus attendu. Donc, écoutez, moi je suis très content. Je suis très content de ce premier week-end de Colapinto. Maintenant, on va aborder des circuits un peu plus compliqués comme Bakou dans 2 semaines. Donc voilà, ça va être plus intéressant, un circuit semi-urbain voire urbain. Ça va être beaucoup plus compliqué pour Colapinto, mais il montre voilà que quand on donne la chance à des pilotes de F2, eh bien ça fait du bon travail. Voilà, on va voir ce que ça va donner sur les 8 prochains Grands Prix avant de plus s'emballer. Écoutez, on passe maintenant aux choses sérieuses et notamment à la Formule 2. Sinon, j'avais aussi entendu le retour de Suta Arao dans le Red Bull Junior Team, mais qu'est-ce que ça raconte ici? Qu'est-ce que ça raconte ici? Non, moi j'ai entendu des choses très sympas sur le Red... Enfin, très sympas. Bon, je vais pas dire je vais arrêter de dire des bêtises puisque sinon je vais sortir des exclusivités que je ne peux pas sortir, que je ne veux pas sortir. Berman pour remplacer Magnussen ou pas? Alors oui, on n'en a pas parlé, d'ailleurs j'en parle pas dans les diapos, mais Magnussen suspendu pour le prochain Grand Prix, selon toute vraisemblance, voilà, Magnussen c'est le pilote réserviste, c'est le pilote qui est préparé pour l'an prochain, ça fait pas trop de doute, Berman sera à Bakou chez As dans la F1. Maintenant, c'est qui à sa place? Qui à la place de Berman? Est-ce que ça va être un jeune de F3? Très probablement vu que la saison de Formule 3 est terminée. Donc je ne sais pas trop. Je sais pas trop qui on verra. Est-ce que ça peut être un Lindblad? Est-ce que ça peut être un Mini? Est-ce que ça peut être un Beganovic? Beganovic qui certes a fait la moins bonne saison, mais qui est quand même un pilote Ferrari comme Berman. Voilà. Moi j'ai entendu que ça sera Nils Koulen en F1. Pour voir Beganovic, c'est réaliste, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. C'est le pilote qui a fait la moins bonne saison de F3 chez Prema, mais c'est un pilote Ferrari, donc ça fait sens. Je sais pas trop. Arvid est en discussion avec Campos, voilà, ça drop direct. Mais frérot, tu drops rien du tout, hein. Je l'ai annoncé il y a très longtemps lors des prédictions de grille F2 2025, à voir sur la chaîne de rediffusion YouTube Percy VOD. Mais Lindblad, ça va aller chez Campos. Maintenant, rien ne l'empêche de faire une pige chez Prema. Hein. Par exemple, voilà, il y a un Leonardo Fornaroli. C'est pas parce imaginons qu'il fasse. C'est un scénario très hypothétique, hein, mais imaginons qu'il fasse une fin de saison chez X-Racing ou chez Trident, ça veut pas dire qu'il va aller l'an prochain chez ses équipes. C'est même très probable qu'il aille chez MP. Mais bon, voilà. Écoutez, voilà, le classement de Formule 2 qui, au final, n'a pas tant changé que ça au niveau des places, au niveau des positions, mais au niveau des écarts, ça a malheureusement bien changé, dans le mauvais sens, évidemment, côté français. Isaac Hadjar n'a marqué aucun point malgré sa très belle 2e place en qualification, on va y revenir.
et son écart face à Gabriel Bortoleto, pourtant parti dernier des deux courses, a fondu comme neige au soleil, n'a plus que 10,5 points d'avance sur le pilote brésilien. Troisième, on a Zen Maloney, le poleman qui a fait un très bon week-end. Quatrième, Paul Aron, l'un des pires week-ends de sa carrière, je pense. Tout n'est pas de sa faute, mais bon, très 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 compliqué quand même. Derrière le quatuor, on a Crawford, on a Antonelli, Colapinto évidemment qui ne fera pas la fin de saison. Auger, Victor Martins qui s'infiltre enfin dans le top 10 au championnat, c'est pas trop tôt. D'ailleurs, Percy, tu as vu le team principal de Invicta qui allait voir le clan Fornaroli après son titre? Ah bah zut, puisque moi j'avais Michael McClure qui était sur place, qui me disait que ça parlait beaucoup entre Fornaroli et MP. Mais après, de base, moi c'est quelque chose que j'avais... Bon, on verra. On verra. En tout cas, je pense qu'évidemment Fornaroli va être très désiré. Mais ça a l'air d'être un peu plus avancé chez MP. Victor Martins qui intègre enfin le top 10, c'est pas trop tôt après un nouveau podium en course sprint devant Kouchmaini, puis ensuite on a Fittipaldi, Verschoor avec un nouveau podium, O'Sullivan, Oli Berman après une nouvelle victoire en course sprint, mais il ne devrait pas faire le prochain week-end pour cause de Formule 1. Pepe Marty, Joshua Durksen, la fusée de Monza en 16e position après un étincelant week-end avec le meilleur tour en course. On a ensuite Correa, Cordil, Miyata, Taylor Barnard qui a quitté le championnat pour se concentrer sur la Formule E. Très heureux pour lui qu'il se barre d'un championnat toxique comme la Formule 2 pour aller en Formule E, pour aller devenir un pilote officiel, un pilote professionnel avec McLaren en Formule E. Villagomez 22 et les deux débutants Oliver Goethe et Nils Koulen qui a été absolument étincelant de 19e place avec notamment une splendide descente après une relance de safety car de la 5e à la dernière place. Tout ça en l'espace d'un seul tour. Franchement, chapeau bas. Très très solide performance de Nils Koulen dans la droite lignée de ses performances en F4 italienne et en Freca où il jouait les 43e et 37e places. C'est frustrant la chance de Berman avec les absents F1, c'est toujours lui qui a les opportunités. Bah ouais, c'est toujours les mêmes absents, c'est toujours Ferrari, c'est toujours As qui a des absents, jamais les gens chez Sauber qui sont absents. Bon. En vrai, Mason était meilleur que Koulen, mais très largement. Josh Mason, on se fout pas mal de sa gueule, mais en vrai, Josh Mason, il avait déjà plus de résultats que Nils Koulen dans les catégories en dessous. Nils Koulen, c'est l'un des pires pilotes de l'histoire des formules de promotion. Écoutez, voilà, il y a quand même un pilote qui a fait l'une des performances les plus marquantes de ce week-end, de cette saison. Il y a quand même un pilote qui a fait un last to first, 22e à 1er. Alors certes, il a été ultra chanceux au niveau du timing de la safety car, mais il avait déjà fait pas mal de dépassements sur les premiers tours pour se trouver dans cette position-là. Donc voilà, extrêmement bien aidé par la safety car. Après voilà, il avait un rythme phénoménal, il était juste tout seul sur sa planète et une fois qu'il était premier, bah en fait il était juste irrattrapable. Moi je pensais que peut-être qu'il allait pouvoir se faire rattraper par un Maloney ou etc. Donc évidemment c'est un énorme braquage, c'est un peu comme, peut-être un peu moins, mais un peu comme Zach O'Sullivan à Monaco qui gagne devant Isaac Hadjar, c'est ultra chanceux, évidemment. Maintenant, quand on voit son rythme pur sur la course, waouh, 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 ah ouais, quand même. Donc, ça vient pas de nulle part, et le fait qu'il parte dernier, ça rend cette performance encore plus waouh. Ça parle de lui peut-être chez Sauber, évidemment, voilà, ça. De toute façon, moi je le dis depuis pas mal de week-ends que Bortoleto c'est le seul qui est capable de rivaliser avec Isaac Hadjar depuis le début de saison. Souvent, il est juste derrière Isaac parce qu'il y a un petit truc, un départ un peu moins bon ou un arrêt au stand. Non mais ouais, à chaque fois que je parle d'un Brésilien, oh ouais, je me suis fait éteindre par les Brésiliens, enfin pas éteindre, hein, puisqu'au final je les finissais par les ratios, mais les Brésiliens sur Twitter, purée. Et pourtant, Dieu sait que je l'ai saucé, hein, Bortoleto sur Twitter, hein, j'ai dit qu'il était sensationnel, qu'il méritait sa chance en F1, ça... Waouh, ils sont tendus les Brésiliens sur Twitter, mais bon voilà. Bortoleto était exceptionnel tout ce week-end, enfin en dehors de son erreur
assez grossière en qualification dans les Lesmo. Bonne nouvelle, les Brésiliens sur Twitter, c'est fini. Bah, c'est ce que j'espérais avec le bannissement de Twitter au Brésil, mais visiblement ils ont trouvé des parades. Hein. Ce week-end, ils ont trouvé les bonnes parades hein, pour m'insulter. Donc voilà. Évidemment, c'est vrai que il avait l'air très 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 rapide en ligne droite, peut-être pas autant que certains pilotes, mais c'est vrai que voilà, il y a pas mal de pilotes qui ont dit, enfin pas mal de pilotes, non, pas mal de gens sur Twitter qui ont dit que le moteur de Bortoleto était cheaté, etc. En vrai, ça m'a pas choqué tant que ça, parce qu'en fait, Bortoleto n'a pas eu à faire tant de dépassements que ça, et peut-être que son moteur est l'un des meilleurs au championnat, mais j'ai pas envie de mettre sa performance exceptionnelle au niveau, enfin, j'ai pas envie de tout mettre sur son moteur. Pour moi, vraiment, il a fait un week-end enfin pas un week-end, puisque voilà, il y a cette énorme bourde en qualif, mais il a fait des courses masterclass, franchement. Euh, donc évidemment, son moteur a peut-être aidé, c'était peut-être l'un des meilleurs moteurs du championnat, mais quand même, vous en faites pas, les moteurs, on va en parler quand on va parler de Dirksen. Donc inarrêtable, et juste, bah voilà, hein, le championnat, je vais pas dire qu'il est relancé, puisque pour moi, voilà, c'est l'un des pilotes qui a toujours été devant toute la saison. Bortoleto qui fait sa perte du siècle sur un circuit moteur, quelle est ma surprise? Mais en vrai, Bortoleto, il a fait des autres autres grosses pertes, ne serait-ce qu'à Spa-Francorchamps, ne serait-ce qu'à Imola, où il fout la pression à Isaac Hadjar. Voilà, hein. Bortoleto P14 en 6 tours. Ouais, non, mais il a fait les dépassements qu'il fallait en début de course, et puis après, bah voilà, il y a cette stratégie exceptionnelle, et il s'envole tout seul. Donc, quand on parle de Bortoleto en F1 chez Sauber, j'ai envie de me dire, je pue le seum pour Théo Pourchaire, certes, mais en vrai, bah, ça serait un peu mérité que Bortoleto ait sa chance en F1 dès l'an prochain, puisque c'est clairement pas McLaren qui va le lui offrir, car on rappelle qu'il est dans l'académie McLaren. Bon, hormis si Norris et Piastri commencent à s'entretuer à coups de couteau d'ici la fin d'année, on sait jamais ce qui peut arriver, mais quand même. Bortoleto chez Sauber, écoutez, pourquoi pas. Maintenant, est-ce que Audi veut vraiment d'un Bortoleto? Je ne sais pas, parce que si ils veulent pas d'un Théo Pourchaire, pourquoi ils voudraient d'un autre rookie comme un Bortoleto? Je sais pas. Par contre, ils passent devant Maloney et Pourchaire qui sont Académie et Sauber, mais de toute façon, Maloney, il n'a jamais été considéré. Même Mattia Binotto, quand il parle de Pourchaire et quand il parle de Bortoleto, il parle même pas de Zane Maloney qui fait quand même une bonne saison en F2, même si c'est assez régulier. C'est quand même abusé pour Pourchaire s'il est devancé par quelqu'un d'une autre académie. Bah écoutez, déjà qu'il soit dans la shortlist, je trouve ça assez exceptionnel, donc on va pas trop. C'est déjà assez exceptionnel qu'il soit dans la shortlist. Maintenant, voilà, Bortoleto, il mérite sa chance en F1, tout comme Isaac Hadjar, évidemment. Pour moi, c'est vraiment les deux pilotes sur cette saison de F2 qui ont montré qu'ils méritaient complètement à 100% leur place en F1, qui sont devenus indiscutables en F1. Voilà. Ouais, Maloney, ouais, la régularité, c'est toujours compliqué, certes. J'aurais préféré si c'était Alpine qui prenait Bortoleto, oh, j'avoue. McLaren le libérerait de l'académie si Sauber le veut? Oui. Oui, puisque de toute façon, en fait, ils n'ont pas trop d'autres choix. Puisque, imaginons Bortoleto est champion de F2, bah ils en font quoi de Bortoleto? Norris et Piastri, ils ont un contrat jusque fin 2026. Oui, ils devraient le libérer normalement ou le prêter. Mais ça, pas sûr que Audi apprécie, vu qu'ils veulent pas un pilote prêté, hein, Audi. Malheureusement, s'il y a eu une performance exceptionnelle de Bortoleto, ça veut dire que Hadjar a été un peu plus dans le dur. 0 point au final, malgré une P10 et une P11. Il a été excellent en qualif. Mais voilà, il y a eu ces problèmes qu'il avait déjà eu en Autriche. Merci beaucoup Yann Rust. Il y a eu ces problèmes qu'il a eu en Autriche sur la surchauffe moteur dès qu'il y a des conditions un peu trop chaudes, ce qui arrive le samedi après-midi et un peu moins le matin lors des courses principales. Il y a des difficultés, ça s'est revu en Italie lors du samedi après-midi. Donc oui, course sprint très compliquée. Et la course principale, bon, le départ pas exceptionnel, il y a surtout Pepe Marty, son coéquipier, qui fait du bowling et qui les gêne, donc il perd quelques positions, bon, c'est pas fou. Il y a cet arrêt au stand que je ne comprends pas de la part de Campos, honnêtement, puisqu'il s'arrête en même temps que tout le monde, et du coup il se retrouve bloqué par plein de pilotes, hein. A priori c'est vraiment ce qui s'est passé. L'arrêt au stand en lui-même n'était pas spécialement raté, mais c'est surtout qu'il devait laisser passer plein de pilotes, vu que la voie des stands était complètement bondée. Donc Isaac Hadjar a complètement dégringolé au classement. Et après, il y a
le coup de poignard dans le dos, la safety car qui arrive, causée par Ritomo Miyata qui percute Denis Sauger. Voilà, il y a des week-ends, c'est pas tes week-ends. Bon bah voilà, celui-là c'était pas le week-end d'Isaac Adjar. Alors après, j'ai été un peu déçu par ses difficultés à remonter en fait. Enfin, il n'a quasiment pas remonté. Il a quand même fait quelques dépassements, bon, juste assez pour terminer à la porte des points en 11e position. Ouais, un peu déçu. Après, en interview en après-course, il disait que le rythme était bon, mais si le rythme était bon, pourquoi il n'a pas pu plus dépasser, je comprends pas trop. Donc un peu dommage. Après voilà, on rappelle quand même qu'il sortait d'une excellente qualification et que normalement voilà, il aurait pu frapper un énorme coup au championnat dans des conditions normales, mais voilà, Monza c'est toujours un circuit très 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 particulier qui autorise des remontées, qui autorise des descentes, et puis voilà, j'ai pas envie spécialement de parler du cas Ritomo Miyata parce que Ritomo Miyata c'est quand même c'est quand même un champion, c'est quand même un champion, Ritomo Miyata, en Super Formula 1, en Super GT, c'est l'un des tout meilleurs pilotes japonais. Maintenant, ouais, c'est vrai que sa saison est très compliquée. Il y a pas mal de critiques sur le moteur de Ritomo Miyata qui peuvent expliquer le fait qu'il surconduise un peu, mais très compliqué. Ouais, train DRS toute la course, ouais, je sais, mais même en début du relais, en tout début de relais, c'était compliqué puisqu'il s'est même fait passer par je sais plus qui. Mais il était un peu bloqué, il n'arrivait pas vraiment à faire la différence. C'est ça qui m'a un peu gêné, c'est beaucoup mieux aller en fin de course, où là il pouvait faire les dépassements et il a remonté jusqu'à la 11e place. Mais vraiment, toute la première moitié de son relais, j'espérais qu'il remonte beaucoup plus. Et ouais, train DRS, ça a été un peu compliqué, ouais. Miyata a du talent au Japon, pas en Europe. Bah ouais, je pense. Non, mais aussi, il arrive beaucoup trop tard en Europe et il y a des difficultés à s'adapter, évidemment. Mais donc, c'est probablement un problème d'adaptation. Il a du mal à parler anglais, comme beaucoup de pilotes japonais qui arrivent en Europe. Et surtout quand tu arrives sur le tard, je pense que ça doit pas aider. Donc voilà, je n'ai pas spécialement envie de tomber sur Ritomo Miyata, mais c'est vrai, il a une saison cata. Il a une saison un peu catastrophique. C'est peut-être pas entièrement de son fait, mais saison assez catastrophique pour le pilote japonais, pour Isaac. Voilà, c'est pas non plus un week-end catastrophique, car on a vu que voilà, en qualification, il fait une super performance encore. Maintenant, va vite falloir répondre à Bakou dans 2 semaines, essayer de reprendre un peu d'air sur Gabriel Bortoleto avant la pause automnale, si on peut appeler ça comme ça, et le double header au Qatar et à Abu Dhabi en toute fin d'année, dans plus de 2 mois. Voilà, le calendrier de la F2, Voilà. Le souci, c'est que le calendrier n'est pas le seul souci. Dans la Formule 2, il y a aussi un souci au niveau des moteurs. Comme depuis le début de la saison, les doutes de différence de performance des moteurs refont surface. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a pas mal de critiques sur ça. On a notamment entendu des critiques de Pepe Marty, on a entendu des critiques de plusieurs pilotes sur notamment le moteur de Joshua Dirksen. Sur le moteur de Joshua Dirksen qui avait une vitesse de pointe abusée, etc. Donc évidemment, le moteur n'est pas la seule chose qui détermine la vitesse de pointe d'un pilote. Il y a d'autres choses qui peuvent faire moduler ça. Mais quand même, Joshua Dirksen a été beaucoup trop rapide. On pourrait aussi dire, mais avec un peu moins d'arguments, que Bortoleto a un meilleur moteur que d'autres, mais il y a moins d'arguments solides sur ça. Voilà. Le problème, et aussi il y a des moteurs qui ont l'air a priori beaucoup moins bons. On rappelle que Colapinto, avant son départ pour la F1, nous disait que son moteur était une merguez, et c'est ce qu'il avait dit vraiment mot pour mot dans les médias argentins. Le moteur de Ritomo Miyata qui prend énormément de critiques. On rappelle évidemment les multiples soucis de fiabilité, que ce soit pour Victor Martins, Isaac Adjar ou d'autres. Source Fancompte Antonelli. Non mais... Fancompte Antonelli, de base, je pense qu'il m'a parlé avant, hein, mais bon. Enfin, le compte fan d'Antonelli, il a sorti ça. Ah, pour Bortoleto, oui, pour moi ça sort d'un peu nulle part. Mais il y avait des choses qu'il avait, comme quoi les équipes F1 menaçaient d'utiliser des données GPS, etc. Pour essayer de vraiment prouver cette différence moteur. C'était un bruit réel qui courait dans le paddock à Spa-Francorchamps. Au final, je pense pas que ça a pu être
organisé. Sa meilleure perf à Imola qui n'est pas un circuit moteur. Non mais attendez, euh, me fais pas passer pour un hater de Joshua Durksen. Moi je suis ultra fan du pilote et j'ai été l'un des très rares à le défendre quand il a été annoncé en F2. Et d'ailleurs c'est Joshua Durksen, on rappelle c'est pas du tout un pilote payant, on rappelle c'est un pilote qui a toujours été dans les pires équipes, comme X-Racing, il a toujours été dans les pires équipes, il a toujours eu très peu de budget, et globalement son management a décidé de faire all-in sur la F2 en se disant, bon, la carrière décolle pas trop, il y a certes eu des très belles performances occasionnellement, on rappelle son podium en Freca sur sa petite Ardennes à Zandvoort sous la pluie, il y a eu quelques victoires avec Adak, Berlin, Brandenburg, quelque chose comme ça dans de la F4 allemande. C'était de toutes petites équipes. Joshua Durksen, c'est toujours un pilote qui a eu peu de soutien, qui a eu peu de budget, etc. Donc pour moi, c'est la preuve que s'il y a des différents, enfin il y a des différences moteurs, mais que pour moi c'est pas intentionnel puisqu'il n'y a absolument aucune raison pour la FOM, pour la F1, pour la F2 de promouvoir un pilote comme Joshua Durksen qui justement expose un peu ton championnat. Le fait que Joshua Durksen puisse mettre une énorme clacasse à Berman, Antonelli ou Victor Martins, ça montre quand même qu'il y a un petit souci. Ça montre quand même qu'il y a un petit souci. Oui, ah bah oui, la carrière va décoller avec la fusée. Mais le truc, c'est que c'est quand même un peu comme Amaury Cordil qui avait un moteur tout à coup exceptionnel en fin de saison 2022, je crois, et qui se retrouve à jouer des top 5 alors qu'il a toujours été au-delà de la P17 sur tout le reste de la saison. Il y a des choses évidentes au niveau des moteurs. Et pour moi, c'est pas quelque chose qui est intentionnel, c'est plus un souci dès la sortie de l'usine. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus dur à gérer depuis l'arrivée des moteurs turbo. C'est un problème aussi qu'on retrouve peut-être de façon un peu moins grave, mais c'est aussi un problème qu'on retrouve en Freca qui utilise des moteurs turbo. C'est un peu moins un problème en Formule 3 qui n'a pas de moteur turbo. Voilà, on a l'impression que l'arrivée des moteurs turbo a peut-être un peu accru. Freca c'est pire, ouais c'est possible que ça soit pire. Hein. C'est honnêtement possible que ça soit pire. Ouais, F2 Freca honnêtement, côté moteur c'est très 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 compliqué. Où est-ce que je voulais en venir? Oui voilà, dès la sortie de l'usine en fait il y a une certaine marge de tolérance qui est autorisée par Mecachrome, mais donc par la F2, par la FOM, et à cause de cette marge de tolérance, que je ne connais pas, et que je pense qu'il doit être très confidentiel, je pense, on se retrouve avec des différences moteurs dès la sortie du banc d'essai. Dès que les moteurs sont livrés aux équipes, il y a déjà des différences à la base. Donc il y a des pilotes qui dépensent des millions d'euros. T'as un Victor Martins qui a très peu de budget, qui dépense 3 millions, qui fait des saisons à 3 millions d'euros, et pour un moteur pas fiable, et pour un moteur en plus qui peut être potentiellement 2-3 dixièmes, je sais pas honnêtement, mais ça me paraît assez réaliste hein, comme fourchette, 2-3 dixièmes, plus lent que celui de son rival. Joshua Durksen, voilà, c'est un pur scandale. Et très honnêtement, je regrette amèrement le fait qu'on n'ait pas plus d'options. On pourrait imaginer, par exemple, je sais pas, une guerre de motoristes pour faire en sorte que les moteurs se tirent un peu vers le haut et essayent de développer le moteur le plus fiable, le moteur le plus performant, etc. Ou tout simplement des séries rivales, comme il existait fut un temps avec la Formule Renault 3 litres 5, qui obligeait en quelque sorte un peu la GP2 à avoir un certain niveau, à avoir un certain standing, à avoir certaines obligations vis-à-vis des pilotes. Mais voilà, la Formule Renault 3 litres 5 n'existe plus après le lobbying intense de la FOM et de la FIA. Donc la F2 a le monopole. Donc bah pourquoi essayer de faire des efforts? Voilà, il y a des conflits d'intérêts évidents entre Mecachrome et la FOM, qui fait que Mecachrome a toujours le partenariat moteur de la F2 et de la F3, tout simplement parce que Bruno Michel, le président fondateur de président fondateur de la F2 F3, est aussi l'un des actionnaires principaux, l'un des actionnaires, je crois, fondateurs. Il fait partie de la famille Mecachrome depuis les années 90, notamment, entre autres, avec Flavio Briatore, une personne évidemment éminemment respectable qui n'a absolument aucune casserole, tout comme Bruno Michel. Donc ça nous donne des conflits d'intérêts, ça fait que Mecachrome donne des moteurs pas fiables,
pas performant, enfin ou alors avec des différences de performance, et donc voilà qu'il y a des pilotes qui se retrouvent à dépenser 3 millions pour un moteur de merguez, comme dirait Franco Colapinto. Excusez-moi, là j'avais envie de débiter pour un peu sortir tout ça, mais je serai jamais accrédité par la F2. Je serai jamais accrédité, ils me laisseront jamais entrer sur un circuit. Attendez, je vais rattraper un peu les messages puisque là je. Ouais, mais Cacro ne maîtrise pas le turbo, c'est sûr et certain. Bah, c'est un gros problème, c'est un gros problème. Benavides qui va se retrouver avec le moteur de Durksen. Ouais, bah oui, Benavides, hein, qui pourrait a priori faire son retour en Formule 2 l'an prochain chez X. Mais par exemple, Joshua Durksen, t'en penses quoi? Mais pour moi, c'est un très bon pilote, très sous-coté, donc quelque part, je suis un peu content qu'il ait le droit à un super moteur. Mais, mais franchement, tout le monde sait qu'il ne peut pas mettre une claque à Andrea Kimi Antonelli, à Victor Martins ou à Oli Berman. C'est du grand n'importe quoi, on va pas se le cacher. Et il va où Durksen la saison prochaine? Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est le. Malgré ses très belles performances qui sont peut-être un peu aidées par son moteur, malgré ses très belles performances, c'est un pilote qui n'a pas beaucoup de budget, qui a jamais eu beaucoup de budget, donc je ne sais pas s'il pourra faire une deuxième saison de F2. Je sais pas, parce qu'il y en a qui vont amener pas mal d'argent, comme Brad Benavides chez X, donc je ne sais pas, mais Joshua Durksen c'est un bon pilote. Je dis pas que c'est un excellent pilote qui sera un champion du monde de F1, mais pour moi c'est un très bon pilote. Donc je suis content qu'il ait un peu cette reconnaissance. Le souci, voilà, c'est qu'à Monza, on a l'impression que tous ses résultats sont liés à son moteur, ce qui est bien évidemment faux. C'est quelqu'un qui avait déjà de très belles performances en Freca, en F4, dans des toutes petites équipes. Donc évidemment, ça fait pas super vendeur sur le papier de faire du 17e, 15e de Freca. Oui, mais il faut le voir dans quelles conditions. Ça fait pas vendeur d'avoir fait 9e de F4 allemande. Oui, mais il faut le voir dans quelles conditions. Donc, après, depuis Imola, il est proche du président paraguayen. Mais il a toujours été un peu proche, hein. Il a toujours essayé, il a toujours. Il y a un excellent article de Formula Scout, de nos rivaux de Formula Scout, il y a 1 ou 2 ans, sur Joshua Durksen qui avait déjà des contacts assez avancés avec le gouvernement paraguayen, mais bah, ça reste le Paraguay, hein. C'est pas non plus, l'Arabie Saoudite, quoi. Donc le soutien qu'il va avoir n'est pas non plus si exceptionnel que ça. Il a déjà fait des gros résultats en F4 la même saison que notre pourchère national. Oui, oui, exactement. Ça commence à dater un peu, mais je m'en rappelle. Hein, c'est la saison 2019 de F4 allemande, c'est ce qui m'a fait retomber amoureux des formules de promotion. Hein, tard l'époque. Tard l'époque. T'es le Molina de la formule de promotion. J'aurais pas cette prétention, mais il faut qu'il y ait un peu des gens qui essayent de parler pour essayer de faire un peu bouger les choses. J'ai pas la prétention de dire que je vais faire bouger les choses, mais si au moins ça peut un peu, se propager, ça peut être cool. Que les gens sachent que la F2 n'est pas une série parfaitement égale, parfaitement équitable, puisque mais après de toute façon il y a pas mal d'équipes F1 qui le savent. Il y a pas mal d'équipes F1 qui le savent, que ça ne fait aucun sens de voir Oli Berman 14e de F2. Il y a un article sur Durksen sur le site de la F2 sur son rythme. Ouais. Donc voilà. Alors oui, mais on est français. Non, mais en fait, donc évidemment, je me suis fait un peu dégommer par des Brésiliens sur Twitter, malgré le fait que je félicite Bortoleto, que j'ai félicité Bortoleto après son week-end, parce que a priori, ah bah ça vous gêne, dès que c'est pas un Français qui gagne, ça vous gêne les moteurs. Sinon vous parleriez jamais des moteurs. Enfin, voilà, enfin franchement ça m'a tendu ce genre de remarque, puisque c'est un problème dont on parle depuis le début d'année, dont je parle depuis le début d'année, mais malgré le fait que Isaac Hadjar soit en tête du championnat. D'ailleurs, comment ça se fait qu'Isaac Hadjar soit en tête du championnat, vu tous les problèmes de fiabilité, vu tous les problèmes de surchauffe moteur qu'il a eu? Ça me paraît assez dingue. Le Brésil dérange, ouais, alors que la FOM voudrait tellement un pilote brésilien en F1. Ça paraît logique, hein, ça paraît logique. Peut-être car les Français n'ont pas de problème avec les moteurs, hein, sauf les pattes. Non, mais bon, écoutez,
Donc voilà, il y a un gros problème à ce sujet. C'est pas le premier live dont j'en parle, c'est pas le dernier live dont j'en parlerai. Mais là, sur ce week-end à Monza, c'était plus évident que jamais. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est le fait que il y a des radios qui soient diffusées à ce sujet de la part de pilotes. Enfin, je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais voilà, ça m'a beaucoup surpris. Ça m'a beaucoup surpris que la réalisation internationale choisisse cette radio, puisqu'ils choisissent les radios à diffuser. Il y a tout plein de radios qu'on n'entend jamais. Ça me surprend un peu qu'il y ait ce mini acte de rébellion contre la F2. Ça m'a un peu surpris. Dans un monde normal, Isaac a 70 points d'avance au championnat, à peu près, ouais. Ouais, à peu près 60 points. Bon, écoutez. Voilà, donc après, voilà, je suis heureux pour Durksen, mais un peu malheureux que ses performances ne soient interprétées que par le prisme du moteur. C'est un peu dommage puisque c'est un pilote qui fait bien mieux que ça. Tout comme, on pourrait dire, tout comme Bortoleto, il y a des gens qui pensent qu'il il est l'un des meilleurs pilotes cette année que grâce au moteur. C'est faux, c'est faux. Donc, mine de rien, Bortoleto, champion F3 sur sa saison rookie, vice-champion F2 sur sa saison rookie, il revient fort sur Isaac. Mais, mais totalement. Totalement. Totalement, Bortoleto, c'est un pilote qui a mûri peut-être un peu plus tardivement que certains, mais ce qu'il montre en ce moment, c'est vraiment ultra solide. Hein. Sur Durksen, les données montrent que le débutant a été le deuxième plus rapide sur la ligne des départs arrivés à 283 km/h, et Durksen a ensuite félicité son équipe X pour avoir réussi sa configuration. Ça c'est drôle. Adjar, c'est urgent de l'envoyer au F1, une année en troisième pilote lui ferait du bien, son attitude notamment. Je suis pas trop d'accord pour les questions sur l'attitude d'Isaac Adjar, parce que pour moi ça pose pas tant de soucis que ça. Malheureusement, je pense que Red Bull... En fait, je sais... C'est très difficile, alors je vais remettre un peu sur Isaac. C'est assez difficile de voir ce qui se passe chez Red Bull, parce qu'on a l'impression que tout le clan Red Bull est en train de s'effondrer petit à petit depuis les départs de Newey, depuis les départs de Whitley, depuis voilà, de nombreux départs. Et là, ça commence à vraiment se voir sur la piste. Et si ça commence à se voir sur la piste, enfin, ça a été l'un des week-ends les plus catastrophiques de l'histoire de Red Bull sur ces dernières années. Honnêtement, je ne sais pas où ça va Red Bull. Puisque par exemple, est-ce que Verstappen va rester très longtemps dans son équipe? Je ne sais pas. Et si si Verstappen part de l'équipe, ça peut tout faire exploser. Ça peut tout faire exploser. Donc c'est pas très, on peut pas trop savoir ce qui va se passer, ne serait-ce que pour l'an prochain. Est-ce qu'on aura encore Perez? Est-ce qu'on aura encore Ricciardo? Est-ce qu'on aura encore voilà, c'est extrêmement peu lisible. T'as Helmut Marko qui garantit que Liam Lawson aura son siège et qui aimerait bien mettre Isaac Adjar. Mais dans le même temps, t'as Christian Horner qui dit non, non, pas du tout. C'est pas du tout sûr que Lawson soit en F1. Je sais pas trop où ça va. Hein. Red Bull, ça commence à être assez compliqué et ça peut partir dans toutes les directions. Donc, en vrai, je pense que l'option la plus probable pour Isaac actuellement, au vu de la prise de pouvoir, avec Christian Horner qui s'adjuge un peu les pleins pouvoirs, j'ai l'impression que Isaac va peut-être un peu plus s'orienter vers une année de troisième pilote. Avec ou sans de la Super Formula, je ne sais pas, mais de ce que Christian Horner disait, il partait plutôt sur un programme de troisième pilote. Je pense qu'il peut avoir toujours ses chances pour un baquet de F1 dès l'an prochain, peut-être en cours de saison. Voilà, il y a pas mal de paramètres qui peuvent entrer en compte, mais voilà, le fait est, avec la situation de Verstappen, avec la situation de Red Bull qui dégringole, avec Perez, avec Ricciardo qui sert toujours un peu à rien dans cette équipe et dans les plans de Red Bull, je sais pas. C'est très compliqué à lire. Aussi en 2026, est-ce que Arvid Lindblad pourrait être prêt? Honnêtement, je ne sais pas si Arvid Lindblad va performer dès sa première année de F2. On rappelle que Isaac Adjar, hein, sa première année de F2, après une excellente saison de F3, ça avait été un peu compliqué. Donc à voir ce que ça va donner. Donc ouais, c'est une guerre politique chez Red Bull. C'est pas très simple. Bah, je suis d'accord. Donc c'est assez difficile. De voir un peu l'avenir de Red Bull, ne serait-ce que pour l'an prochain. Au niveau des pilotes, Verstappen, Perez, Tsunoda, Ricciardo, Lawson, Adjar, peut-être Lindblad dans l'équation des 2026, c'est franchement pas évident. Ricciardo, faut partir un moment, je suis d'accord. Je suis d'accord, évidemment. Mais bon.
Oh, bah, je l'avais pas vu, mais énorme merci, avec énormément de retard à Iratse pour son prime, avec 36 minutes de retard. Merci beaucoup à toi. Lindblad, on va en parler quand on va parler de la F3, vous en faites pas. Un petit mot sur Victor Martins qui a fait un très bon week-end et qui a enfin eu un week-end sans trop de soucis. Il n'a pas été impliqué dans les accidents, il n'a pas eu de problème moteur. Bon, évidemment, on voit qu'il est un peu limité par son matériel. On a bien vu comment Durksen le déposait à chaque fois. Il passe pas si loin d'un double podium en vrai. Et voilà, je reprends les quelques bruits que j'ai entendus comme quoi il pourrait faire une troisième saison de F2. Pourquoi faire? Pourquoi faire? J'ai juste zéro explication. J'ai zéro explication. Pourquoi Alpine dépenserait des millions d'euros sur Victor Martins alors que visiblement Alpine n'a rien à faire, de Victor Martins, n'a rien à faire des pilotes français. Comme Pourchaire, j'imagine tenter le titre. Mais pourquoi faire? Parce que d'ailleurs, on a bien vu, Pourchaire, il a gagné le titre. Qu'est-ce que ça lui a apporté de plus? Qu'est-ce que ça lui a apporté de plus? Alors certes, c'est un champion de F2 à 20 ans. Cool, ça fait très bien sur le CV. Mais en attendant, Théo Pourchaire, il est chômeur professionnel. Donc, il le garde pour remplacer Douane en 2026 s'il fait de la merde. Mais malheureusement, il y a beaucoup trop de politique chez Alpine pour que Victor Martins ait sa place, notamment à côté d'un Pierre Gasly. Alpine n'a plus envie d'être une équipe française, n'a pas envie d'être le Ferrari français. Voilà, pour moi, un Paul Aron qui a le soutien d'Hitech, qui a le soutien donc d'Oliver Hawks, le nouveau team principal d'Alpine, a beaucoup plus d'avance, il a beaucoup plus de soutien au sein d'Alpine pour devenir pilote peut-être en 2026. C'est d'ailleurs l'un des favoris pour être réserviste l'an prochain chez Alpine, derrière les titulaires Gasly et Douane. Donc voilà, refaire une troisième saison de F2 pendant que Piastri troisième saison de F1, dire qu'ils se battaient ensemble il y a des années. Mais pour moi, Victor Martins, je le dis et je le redis, Victor Martins, il est F1 matériel sans souci. Piastri qui dit que son plus grand rival, c'est Victor Martins, bah évidemment, évidemment. C'est le Force India français. Ouais, me dis pas ça, moi j'aime bien Force India. Aaron pourrait désormais faire une deuxième saison vu sa malchance. Pas faux. Pas faux. Pas faux. On peut peut-être un peu mettre à jour les prédictions que j'avais fait sur la grille de F2, mais c'est vrai qu'Aaron, ce serait pas si incohérent qu'il refasse une deuxième année, vu son week-end un peu catastrophique. Merci pour la transition, mais voilà, un week-end complètement à oublier, notamment au départ de la course principale où il se fait percuter par PV Marty qui fait du bowling. Les moteurs, je vais pas revenir là-dessus, mais ça gâche énormément le plaisir de regarder la Formule 2. Voilà, faut pas s'étonner après que les équipes de F1 fassent confiance au 6e, au 7e et au 14e de la Formule 2 pour monter en Formule 1. Le classement n'est pas représentatif, en tout cas que très partiellement. Et Berman, à l'air de rien, encore un petit peu décevant, encore un peu battu par Antonelli. Toujours pas focus sur sa saison de F1. Bon, après, comment lui en vouloir? Parce que voilà, il va probablement faire son deuxième Grand Prix dans 2 semaines à Bakou. D'ailleurs, Percy, dis-moi que tu as les résultats de nos prédictions des saisons F2, F3 que l'on avait fait au début de saison. Ouais, attends, je dois pouvoir retrouver ça. Attends, donc, on ferme le chapitre F2. On va passer sur la F3. Et j'essaye de retrouver les prédictions du début de saison en F3. Ouais, attends. J'essaye de retrouver ça. Pronostic Formule 3 FIA 2024, exactement. Alors. Attendez, j'essaye de vous montrer ça. Attendez. Hop, comment on fait? Mais je pense que moi, de mémoire, j'avais mis j'avais pas mis Fornaroli justement, j'avais mis Gabriel Mini en champion. Alors, oui, ça peut charger, ouais. 4... Oh là là, attendez. On va un peu zoomer ça. Il y avait quand même une majorité de dictateurs pour Gabriel Mini qui était à 69%.
Et ensuite, on avait Dino Beganovic à 20%. Et le champion, Leonardo Fornaroli, qui est censé être en orange sur ce graphique, je ne le vois même pas. Alors, force au gars qui avait dit Mektounif quand même. C'est très gentil d'être aussi chauvin, aussi patriotique. Mais il n'y a personne qui a... Enfin... Oui, il y a personne. Il y a personne. Vous étiez 87. Il y a personne qui a prédit Leonardo Fornaroli. Hein. C'est incroyable. Hein. Selon toi, qui sont les 3 pilotes qui t'ont le plus impressionné, séduit Alors, Mektounif, mais seulement lors des courses en Italie. Non, non. Bon, Harvey Lindblad, bien évidemment. En vrai, Fornaroli, c'est toujours impressionnant de régularité. Ouais, Stuka, mais PTDR, Casper Stuka, oh là là, la saison Kata qui nous a sorti. Attends, il y en avait 2 qui avaient voté Stensorn, un Stuka, waouh. Un Stuka, fallait le faire quand même. Hein. Je sais pas qui je mettrais en 3ème pilote, Callum Voisin a été pas mal. Ouais, pilote fin de saison, pourquoi pas. Qui sera champion équipe? Bon là, par contre, on avait tous raison pour Prema à 92%. On avait raison. Qui sera révélation de l'année? Ça avait plutôt voté Alex Dunn. Ça avait voté Alex Dunn à 36%. Et Harvey Lindblad seulement 9%. Attendez, où est Mektounif? Mektounif est là. Donc Lindblad avait 9%. Et au final, ça a quand même été, lui, incontestablement la révélation de l'année. Noël Léon, pas mal. Noël Léon, pas mal, hein, comme pilote. Ça a été très impressionnant, sa 2e moitié d'année surtout. On va revenir un peu sur les classements à la fin, mais PTD, alors Lindblad seulement 9% pour la révélation de l'année, alors qu'au final, bah, c'est quand même lui, et de très loin. Alex Dunn, trop irrégulier, je pense. Stensorn, on l'a quasiment pas vu, sauf 1 ou 2 week-ends cette année. C'était qui? Ouais, Tramnitz, pourquoi pas. Que fera Mektounif pour sa saison? Eh bien, écoutez. Alors c'est à la fois un peu des deux, puisqu'au final, il fait 8ème au championnat, notre Français Sami Mektounif. Il fait 8ème, mais avec 2 victoires. Donc, moi, je me rappelle que j'avais voté ça. J'étais l'un des 3 tarés à avoir mis top 5 au championnat. Au final, en vrai, pas si... ouais, en vrai. Dunn terroriste de l'année. Non, je suis désolé. Sébastien Montoya prend à quelques temps d'avance hein, sur ce titre de terroriste de l'année en F3. Qui sera le premier pilote remplacé en cours de saison? Au final, il n'y a pas eu de pilote remplacé en cours de saison. Hein. Tous les pilotes ont fait la saison entière, sauf quand il y a eu des pilotes malades ou opérés ou suspendus ou des choses comme ça. Donc au final, bah, ouais, Wisnicki, Asterson, ouais, bah au final, personne. Hein. Personne au final. Un Français arrivera-t-il en cours de saison en F3? J'ai eu l'espoir Giusti, j'ai eu l'espoir Gilter, voire même Deligny. Et donc, malheureusement, non frérot Camtajoa à 78%, vous aviez raison. Votre top 5 de la F3. Alors, regardez un peu ce massacre. Ouais, Tramnitz Boya, ouais, fallait le sortir. Hein. Oulala, oulala. Bon, écoutez, je passe rapidement sur tout ça. C'est compliqué, hein. Mini Beganovic Solov, il y a quand même du Solov, hein. Il y a du Tramnitz, il y a du Dunn. Personne ne croyait en Fornaroli et je vous avoue que moi non plus, hein, je vais pas passer pour le... Je vais pas faire genre le gars qui avait tout prévu à l'avance. Hein. Moi j'avais prévu Mini pour le titre. Au final, ça se joue à pas grand chose. Hein. Ça se joue à un virage près et des pressions de pneus et des meilleures pressions de pneus chez Prema. Mais bon, ouais, ça fait que du Mini Beganovic hein, de toute façon en champion. Hein. Et bah écoutez, personne n'avait call Leonardo Fornaroli. Tsolov qui finit même pas top 10 au classement. Ouais, il finit 11ème au final. Coup dur un peu, parce que j'ai quand même l'impression qu'il a pas mal progressé cette année. Écoutez, hop, on va repasser justement voilà, sur les classements. Je touche à top 5, courage à celui qui a dit ça. Ah, c'est vrai que la clim a dû être rude. Où est Mansell? Bah ouais, on n'a pas parlé de Mansell, qui a été l'une des meilleures surprises de la saison. En vrai, Forna, je le voyais bien 3 ou 4 avant la saison. Ouais, je le voyais, je pense, top 5. Hein. Bah attendez, je crois que moi je dois pouvoir voir mes réponses. Attendez. Comment on fait? Paramètres, non. Non, genre mes réponses à moi. Mes réponses à moi. Ouais, j'avais choisi Mini en champion, Prema, Dunn en... Ah, j'avais mis Dunn en révélation de l'année. Oh bah purée. Ok.
Et alors en top 5, j'avais mis... Oh là 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 là, oh la catastrophada. Aïe aïe aïe, Mini, Beganovic, Stensorn, Dunn, Fornaroli. J'avais mis Fornaroli quand même dans le top 5. Mais j'avais mis quand même Stensorn 3 et Alex Dunn 4. Aïe 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 aïe. Bon, alors je vais éviter de me faire passer pour l'expert du coup. Oh la clim. Écoutez, au final, c'est Leonardo Fornaroli qui s'est imposé, qui a décroché le titre au terme d'une très belle saison. Moi, je suis pas resté sur ma faim, hein. Je vois pas pourquoi. Comment ça, tellement resté sur ma faim? Moi, je suis très, très content de cette saison de F3, beaucoup plus que celle de l'an dernier, où ça avait été un peu Bortoletto tout seul, et au final, les autres se partagent un peu les miettes. Tout le monde faisait un peu des erreurs. Après, c'est toujours un peu le cas en F3, mais tout le monde faisait un peu des erreurs, et Bortoletto était celui qui faisait jamais d'erreurs. Moi, je suis pas resté sur ma faim. Stenson, grosse clim n'empêche, même si sa dernière course était bonne, ouais. Ouais, c'est sûr, hein, c'est sûr, ça a été... on attendait beaucoup plus de Stenson. Donc Fornaroli, champion devant Gabriele Mini, doublé italien au final. Malgré la disqualification en course principale pour des pressions de pneus trop faibles. Luke Browning est 3ème, Arvin Lindblad 4ème, fini meilleur rookie malgré 0 points sur les 6 dernières courses. Christian Mansell, très très belle année aussi pour le pilote ART qui finit 5ème. 6ème, Dino Beganovic, purée ça pique. Oliver Goethe qui a manqué le dernier week-end pour cause de montée en Formule 2 pour remplacer Colapinto. 8ème, Sami Mektounif, quelle fin de saison du français qui était en dehors du top 12, qui je crois était 13ème avant Monza et qui finit 8ème, très bien, devant Tramnitz et Noël Léon qui clôture ce top 10. On a ensuite Nicolas Tsolov, seulement 11ème malgré la résurgence qu'il a eu en milieu d'année. 12ème Callum Voisin après ses excellents 3 meetings à Silverstone en Hongrie et à Spa-Francorchamps. Van Eupen, Monsieur Course Sprint devant Alex Dunn, Mari Boya, Santiago Ramos, Sébastien Montoya, que moi j'appellerais le terroriste de l'année, hein, honnêtement. Martinus Stenson, seulement 18ème quand je le prédisais 3ème au championnat, ça pique un peu. Nikita Bedrin, Tommy Smith, Max Esterson, Charlie Wurz, Piotr Wisnicki, PTDR, Tassanapol Intrapoufassak, Mathias Zagazeta, Joseph Floch, Kasper Stuka et Josh Dufek qui a arraché son premier point sur la dernière course. Ce sont les 28 pilotes à avoir marqué des points. Mektounif 8ème, c'est vraiment bien payé. Ah, clairement. Clairement. Il s'en sort très bien. Mais en fait, c'est une saison à la Mektounif. C'est une saison à la Mektounif. Il y a des hauts très hauts où tu te dis, mais purée, Sami Mektounif, c'est quand même un pilote qui arrive. Enfin, voilà, la course à Monza, la course principale à Monza, tu te dis, ok, il y a un vrai talent, il y a un vrai truc chez ce gars. Et puis, t'as des meetings où il passe complètement à côté. Donc, c'est une saison quand même à la Mektounif, en un peu mieux que d'habitude. Je pense qu'il y a eu plus de hauts que d'habitude. C'est un peu le championnat que personne ne voulait gagner. Je peux comprendre dans le sens où, au final, le champion, c'est le seul qui n'a jamais gagné une seule course. Alors, le seul... non, Mansell n'a pas fait de victoire. Noël Léon n'a pas fait de victoire non plus. Mais sinon, tous les autres... Ouais, purée. Ouais, il y a eu des victoires de Bedrin, il y a eu des victoires de Stenson. Ouais, Bedrin a gagné plus de courses que Fornaroli cette année, c'est assez dingue. Hein. J'en attendais beaucoup de certains pilotes et au final, beaucoup de victoires random et peu de perfs des gros pilotes, je trouve très très déçu. C'est vrai qu'en fait, il y avait deux gigantesques favoris, Mini et Beganovic, qui prenaient un peu toute la place et au final, c'est eux qui ont déçu. Mais c'est pas pour autant, je pense que la saison reste décevante. Hein. Ouais, heureusement que Forna était champion direct, imagine c'était Mini puis disqualifié ensuite, ça aurait été terrible. Ouais, non, ça aurait été... Franchement, ça aurait été un peu dégueu. Hein. Fun fact, Samy a inscrit exactement les 2 tiers de ses points en seulement 2 rounds. Ouais, je pense que vraiment pour les prochaines saisons, il faut qu'il fasse un championnat d'Italie, je pense. Car voilà, c'était évidemment les week-ends d'Imola et de Monza qu'il a gagné, donc je pense que voilà, il faut juste qu'il reste en Italie. Léon a une victoire en sprint techniquement quand on prend... Ah oui, le drapeau damier, c'est vrai, j'avais oublié la pénalité un peu bizarre. Écoutez, merci beaucoup à Xeland4 qui est présent en plus dans le chat pour son excellent graphique qui nous permet d'en savoir un peu plus sur la physionomie de cette saison où on voit notamment le classement selon les courses sprint, donc les courses sprint c'est les courses à grille inversée et les classements selon les courses principales. Et dans les courses principales, on voit un championnat un peu, pas mal, beaucoup différent du résultat final avec... En fait, donc,
on est tous d'accord pour dire que Gabriel Emini et Dino Beganovic ont été assez décevants cette saison, notamment au vu des attentes. Mais en fait, c'est surtout aussi lors des courses principales que ça a pêché pour les deux pilotes, où ils ne sont que 4e et 7e dans ces championnats. Il y a même Dino Beganovic qui est derrière Sami Mektounif, en prenant en compte que les courses principales, ce qui paraît complètement dingue. Fornaroli et Browning, c'est vraiment les pilotes qui ont vraiment dominé les courses principales, ce qui est assez logique au final. Devant Christian Mansell 3e, très très belle surprise quand même, Christian Mansell. Stenson, il se battait pas contre Antonelli en Fregas, ici exactement, vice-champion. Pourquoi l'immense flop en F3? Alors je ne sais pas, est-ce que ça peut être un mélange de pression, d'attente, le fait d'avoir rejoint l'académie McLaren, peut-être pas le meilleur matériel aussi, c'est pas quelque chose qu'on peut exclure totalement. Aussi peut-être le fait que Antonelli, lui, soit déjà en F1 et lui végète en F3, ça peut donner un peu de ressentiment pour Martinus Stenson, forcément. Je vais pas me prononcer tout de suite, puisqu'on a quand même vu des promesses comme ça de temps en temps, c'est ce qui pouvait être assez intéressante. Je vais attendre de voir ce que ça donne l'an prochain, puisque a priori il devrait refaire une deuxième saison en F3, avant de me prononcer totalement sur Stenson. Mais ouais, clairement un peu décevant le pilote norvégien. On voit les pilotes qui ont beaucoup profité des courses sprint, c'est-à-dire Tim Tramnitz, Lorenz Van Eupen, pour moi c'était vraiment monsieur course sprint qui a marqué la très grande majorité de ses points en course sprint. Dino Beganovic, on voit que les courses sprint, donc les courses à grille inversée, ça sauve complètement son championnat. Enfin ça sauve. En partie, vu qu'il finit 6ème. Qu'il finit 6ème, oui, il finit 6ème derrière Christian Mansell. Bon, assez compliqué quand même. Évidemment, le pilote qui a le plus impressionné, qui a marqué le plus les esprits, c'est celui qui a gagné le plus de fois. C'est Arvid Lindblad qui a fait tout ça en étant le pilote le plus jeune du championnat, en étant le pilote, le plus jeune du championnat, qu'est-ce que je voulais dire, le pilote surtout qui marquait les esprits par ses dépassements, etc. Il y avait vraiment quelque chose d'intéressant qui se dégageait d'Arvid Lindblad. Malheureusement, il n'a pas su concrétiser sur la fin de saison et c'est bien dommage. Et on voit quand même les pilotes qui ont gagné le plus de courses en feature race, c'est Browning, Lindblad et monsieur Sami Mektounif. Alors évidemment, on pourrait arguer que Sami Mektounif n'aurait probablement pas eu la victoire à Imola sans la petite coupure moteur que Leonardo Fornaroli a eu, certes. Mais en attendant, il a quand même été là, il était bien placé pour récupérer cette victoire et les incidents mécaniques font partie du jeu. Et voilà, il y a cette victoire à Monza qui ne souffre d'absolument aucune contestation. Tommy Smith a marqué plus de points que Stenson en course principale, purée. Ça n'a tellement aucun sens cette course principale à Silverstone, je m'en remettrai jamais, je pense. Écoutez, voilà, on va pas faire tous les pilotes, je sais pas si on fera un débrief vraiment pilote par pilote de la F3, je suis pas convaincu, ou peut-être avec un invité, ou je sais pas, il n'y a rien de prévu pour l'instant. Voilà, Leonardo Fornaroli qui a arraché ce titre au forceps. Bon, il y a cette disqualification technique de Mini qui fait qu'au final, il avait de la marge, finalement, mais il a fait ce dépassement dans le dernier virage face à Christian Mansell. Franchement, très ballsy. Le faire à ce moment-là, bon évidemment Christian Mansell aide un peu dans le dépassement, il ouvre la porte, il ne ferme pas la porte, c'est-à-dire qu'il aurait pu juste fermer la porte, ça aurait très probablement fait un accrochage vu l'offensive très agressive de Fornaroli, mais Fornaroli lui jouait son titre, il jouait peut-être sa carrière. Fornaroli c'est un pilote qui n'est pas dans une académie, on ne sait pas, peut-être que ça peut lui ouvrir des portes. Un titre sans coup d'éclat, au final il y a ce coup d'éclat, il y a ce coup d'éclat, ce dépassement au dernier virage, ça a marqué les esprits. Ça a vraiment marqué les esprits, il n'y a certes pas de victoire, mais ça a fait parler. Ça a fait parler dans le paddock, ça a fait parler sur les réseaux sociaux. À voir, voilà. Évidemment, je ne considère toujours pas Leonardo Fornaroli comme le futur talent, le futur champion de la F1. Mais en attendant, voilà, un pilote capable de très grandes choses, très régulier. Pronostic, quelle académie pour Forna en 2025? Je sais pas trop, honnêtement. Un titre à la pour cher. C'est un peu méchant. C'est un peu méchant. En vrai, je sais pas trop. Après, ça peut être une académie un peu random, style McLaren ou Aston Martin, qui offre pas d'opportunités. Je sais pas trop. Peut-être la Sauber Academy, lol. J'en sais rien.
J'ai pas d'infos là-dessus, je sais juste que voilà, il est en contact avec MP pour passer en F2, avec Invicta, de ce que disait Homero un peu plus tôt dans le live, mais ouais, je sais pas s'il aura une académie vraiment. Après, pourquoi pas? Pourquoi pas? Surtout, voilà, Fornaroli il a basé sa saison sur la régularité, une régularité exceptionnelle, zéro abandon, 18 entrées dans les points sur 20 possibles, 20 top 12. Il a toujours été dans le top 12, enfin, vraiment extrêmement solide. En vrai, Mercedes n'aura personne ni en F2 ni en F3 l'année pro. Non, en effet, à moins qu'on ait une surprise d'Oriane Pain, mais sinon, non, je pense qu'il y aura personne. Donc pourquoi pas, mais après, Mercedes, est-ce qu'ils ont quelque chose, enfin, je veux dire, quand t'as Russell, quand t'as Antonelli, quand t'essayes de chercher un Verstappen, pourquoi t'as besoin d'une académie en fait? Alors je sais qu'évidemment, les académies, elles sont là pour préparer le futur, etc. Mais justement, Russell, Antonelli, peut-être Verstappen, c'est des pilotes qui restent encore assez jeunes. Euh, je sais pas trop. Je sais pas trop. Mercedes Junior Team qui a révélé beaucoup de pilotes. Russell, Ocon, Verlaine, De Vries, voilà. Enfin De Vries, non pas trop, mais c'était plus Toto Wolff tout seul. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Franchement, le futur de l'académie Mercedes, je sais pas trop s'il y a un futur. Mais évidemment, voilà, il faut toujours préparer l'avenir. C'est pour ça que toutes les académies en F1 existent. Si Théo Bortoleto signe pas, est-ce que Slater peut être une menace chez Audi à moyen terme? Oui, 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 totalement. Totalement. Joseph Flock. Non mais oui, évidemment, évidemment. Donc voilà, pour en revenir à Fornaroli, voilà, c'est un pilote toujours très régulier, hein, comme en Fréquin où il avait été champion rookie en ne faisant aucune victoire rookie, en ne faisant aucun podium, juste toujours régulier, toujours très propre, toujours très bien placé. Donc, et c'est aussi une force. C'est peut-être pas une force qui l'amènera jusqu'en F1, ça m'étonnerait parce que voilà, en F1 on cherche souvent le talent, le qui fait vraiment ses coups d'éclat, un peu comme Andrea Kimi Antonelli cette année, hein. Ça n'a pas été le plus régulier, mais voilà, il y a ces coups d'éclat qui nous font dire ah purée, ouais, ouais quand même, Antonelli, ouais, ok. La pire place de Fornaroli sur les 10 feature race, c'est 7ème. Ouais, c'est assez exceptionnel. Donc bon, voilà, après, comme on l'a dit, c'est il a quand même pas mal profité des erreurs de ses rivaux. Il y a certes Fornaroli qui a fait une très rare erreur lors de la course principale où il se sort un peu tout seul, où il se complique la tâche en sortant à Ascari et où il est un peu obligé de faire ce dépassement dans le dernier virage à la parabolique face à Mansell. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'erreurs de ses rivaux. À commencer par Gabriel Mini. Donc, bon, il était champion jusqu'au dernier virage et de toute façon, il est finalement disqualifié pour infraction technique. Au vu des attentes qu'on avait, on rappelle que 70% des viewers le voyaient champion. Moi aussi, je le voyais champion. Faire deuxième, et surtout avec des gros loupés style Barcelone où il était complètement à la rue, bah au final, ça coûte cher face à la régularité d'un Fornaroli. Et surtout, il y a eu très peu de coups d'éclat, au contraire d'un Arvid Winblad. Il y a eu très peu de coups d'éclat, hormis Monaco. Voilà, hormis Monaco, en fait, il n'y a pas vraiment de performance majuscule. Au final, la course principale de Monza est peut-être l'une des toutes meilleures de Gabriel Emini, mais voilà, il était quand même à 5 secondes de la victoire de Sami Mektounif. Donc voilà, ça met un peu de plomb dans l'aile sur son parcours vers la F1. Après, ça reste quand même un titre de vice-champion en F3 et ça sera très vite oublié si ça perf en F2 et s'il y a des essais très concluants en F1. Donc non, je pense pas qu'on peut dire à partir d'une saison de F3 que la F1 c'est mort. Pour un pilote comme Dino Beganovic, pourquoi pas, puisque là vraiment il est vraiment passé à côté, mais Gabriel Mini c'est pas non plus si catastrophique que ça. On n'oublie pas sa masterclass à Spa l'an passé en feature. Mais après, enfin, Mini, il a. Ou à Bahreïn, attends, à Spa j'avoue, je m'en souviens pas. Mais à Bahreïn, je me rappelle que Gabriel Mini, il sait faire des très belles performances. Mais bon, voilà, cette saison a été un peu décevante, certes. Il se sort avant la course, ouais, je m'en souvenais pas, tu vois. Mais à Bahreïn, il fait une vraie masterclass. Bon, écoutez, on verra ce que ça donne. Mini qui devrait monter en F2 l'an prochain. Luke Browning, il a tenté le tout pour le tout, et je suis assez d'accord, sans la feature race de Silverstone, Luke, alors, il prend peut-être pas le titre, mais ça change pas mal de choses, je pense. Un pilote quand même très 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 malchanceux sur la fin, sur la dernière partie de saison.
Voilà, sur la course principale à Monza, bon, il tente le tout pour le tout, il tente trop. Il tente trop, mais évidemment, il est obligé d'essayer de dépasser pour remonter, pour tenter l'impossible. Mais voilà, il partait de trop loin. Et au final, voilà, c'est l'un des pilotes qui m'a le plus impressionné. Vraiment, il y a eu un vrai step-up par rapport à l'an passé. On avait déjà vu de très belles choses comme lors du Grand Prix de Macao. Et ça a franchement, il a franchement brillé, je trouve. Évidemment, il a quand même déjà 22 ans. Est-ce que c'est le pilote sur lequel tu construis un avenir, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, on n'oublie pas la P5 en qualif de Barter. Ouais, ça ne nous rajeunit pas, mais ouais. Ouais. Donc évidemment, d'ailleurs, j'en parle de la course principale de Silverstone où il fait la pole, où il fait une course irréprochable, mais juste il n'est pas sur la bonne stratégie à cause de la pluie. Et voilà, c'est Arvid Lindblad qui fait la victoire, une victoire assez improbable, juste devant Gabriel d'ailleurs. Voilà, il perd des points très importants à ce niveau-là et c'est pas du tout de sa faute. Donc ça aurait pu totalement changer le championnat. Il y a aussi les pénalités à la course sprint de Sakir qu'il est censé gagner assez facilement. Bon. Voilà, voilà. Mais quand même, excellente saison de Luke Browning. Arvid Lindblad, ça reste la révélation de la saison, évidemment, mais comme en F4 italienne, fin de saison ratée, on est obligé de le dire. Il y a quand même les 3 derniers week-ends, il ne marque aucun point, il est impliqué dans quelques incidents. Ouais, ça a été trop brouillon. Dès que le titre se rapproche, ça a été trop brouillon. Euh, Avant ça, il y avait quand même eu une double victoire à Silverstone, même si assez circonstancielle avec la pluie, mais quand même, il a été là pour aller arracher cette victoire. Et je pense que sur le long terme, ça pose pas de problème cette fin de saison. Euh, ouais, Lindblad, ouais, si, il roulait toujours, il roulait toujours, mais pour moi, c'est vraiment une saison vraiment similaire à ce qu'avait fait Isaac Hadjar chez Hightech en F3 il y a 2 ans, où c'est la révélation de la saison. Il y a eu des énormes coups d'éclat, mais au final, ça arrache pas le titre, ça choque un peu sur la fin. Donc voilà, je pense pas que ça pose problème à Red Bull. Red Bull, on sait qu'ils sont super fans des pilotes qui savent dépasser, qui savent faire la différence au bon moment. On l'a vu avec Pierre Gasly fut un temps, on l'a vu avec Isaac Hadjar, on le voit avec Arvid Lindblad. Le crash en qualif à Monza, et il est toujours dans mon générique, ça a donné l'une des radios les plus iconiques des formules de promotion de ces dernières années. Donc voilà, il y a énormément plus de positifs que de négatifs pour Arvid Lindblad, c'est la révélation de l'année sans aucun doute. Maintenant, à voir ce qu'il fait en F2 l'an prochain. Mais voilà, il y a du déchet. Évidemment, c'était le pilote le plus jeune, le pilote avec le moins d'expérience. C'était sa 2e saison complète en monoplace. Ouais, c'est dommage de finir comme ça, certes. C'est un peu une fin de saison décevante, un peu comme en F4 italienne, même si en F4 italienne il y avait peut-être un peu plus de soucis techniques derrière. Donc à voir ce que ça va donner en F2, on verra bien ce que l'avenir lui réserve probablement chez Campos l'an prochain. On passe à notre français, et pour une fois, Sami Mektounif, ça finit bien. Ça finit bien. Souvent, à chaque fois qu'on faisait un débrief F2, F3, j'avais l'impression, bon, Sami Mektounif, bah, c'est dommage, le rythme était là, mais bon, bah, au final, ça fait 14e, ou ça fait abandon, ou ça fait... Au final, voilà, le rythme était là, il l'a montré, et voilà, 2e victoire de la saison, 2e victoire en course principale. Il y avait déjà cette très belle qualif où il fait 4e, hein, il fait 2e de son groupe. En course sprint, il fait P5. En vrai, il avait le rythme pour faire beaucoup plus. Il avait le rythme, je pense, pour le podium. Mais voilà, il a été... On va pas lui reprocher d'être trop prudent, puisque souvent, ça a été un pilote qui a été un peu sujet à incident, on va dire. Mais Illegal Engine, bon, en F3, beaucoup moins quand même. Hein. En F3, beaucoup moins. Donc en course sprint, bon, un peu trop prudent, certes, et en course principale, bah voilà, il est dans le groupe de tête, il fait pas d'erreur, contrairement à Leonardo Fornaroli, son coéquipier. Voilà, maintenant il finit 8ème de F3, il arrache 5 points de super licence pour la petite anecdote, 6ème sur les feature race, sur les courses principales. Maintenant la question c'est, voilà, est-ce qu'on retrouvera Sami Mektounif en F2 ou pas? Pour la petite anecdote, Sami Mektounif était l'un des rares pilotes à ne pas être présent lors
lors de la révélation de la nouvelle voiture F3 2025. C'est peut-être une anecdote, c'est peut-être juste une coïncidence parmi tant d'autres. Je pense honnêtement que Samy va essayer de tenter de monter en F2. Enfin, en tout cas, de ce qu'il nous avait dit en live déjà en mai, ça a l'air vraiment d'être son objectif. Ça avait pris du plomb dans l'aile au vu des derniers week-ends où il marquait peu de points, où il y a eu quelques petits incidents, etc. Là, au final, il finit quand même 8ème du championnat. C'est un peu léger, ok, mais je trouverais pas ça... je trouvais pas ça complètement fou qu'il monte directement en F2, on a vu largement pire. Ça peut se comprendre, surtout avec une nouvelle réglementation de voiture qui arrive en 2025, qui peut totalement redistribuer les cartes. Peut-être que Trident, ça sera la pire équipe en F3 l'an prochain. C'est vrai que c'est prendre un risque que de redoubler en F3. Moi je dis pourquoi pas, hein. Pourquoi pas tenter sa chance en F2. Après, pour être honnête, est-ce que Samy Mektounif a un profil pour aller en Formule 1? Parce que pour moi, il n'y a pas d'académie en vue. En tout cas, je n'ai pas de retour à ce sujet. Et je ne sais pas quelle académie, s'il y a une académie qui pourrait être intéressée par le profil de Samy Mektounif, je ne sais pas. Je l'espère, évidemment. Je l'espère, mais honnêtement, Samy Mektounif, c'est plus un pilote que je vois dans d'autres championnats que la Formule 1. Et faire all-in sur la F2, pourquoi pas, mais la F2, comme on a pu le dire de façon très subtile sur le début de live, c'est pas le championnat le plus fiable, le plus représentatif, etc. Donc est-ce que ça vaut pas plus de faire all-in et sur un autre truc, de tout miser sur un autre championnat, de commencer sa réorientation dès maintenant? Je sais pas, parce que voilà, la F2 c'est prendre le risque de voir 3 millions dépensés dans un moteur complètement nul. Voilà. En tout cas, je comprends totalement, si ça se confirme, sa volonté de vouloir partir de la F3 avec la nouvelle réglementation qui arrive. Maintenant, la F2, je vous avoue que je prends la F2 beaucoup avec des pincettes maintenant. Aucune académie n'a intérêt à le prendre objectivement quand tu vois que Fornaroli en a pas. C'est vrai que Mektounif ne sera pas en tête de liste. Hein. Voilà, il y a Fornaroli avant lui. On pourrait même parler de Christian Mansell, hein, pourquoi pas, qui n'a pas d'académie. Voilà, il y a des pilotes qui n'ont pas encore d'académie à qui on peut penser en premier avant Samy Mektounif. Hein. Donc voilà, on va voir ce que l'avenir réserve à Samy Mektounif, mais moi je le vois bien en F2 maintenant. Dans quelle équipe? J'espère la meilleure équipe possible, parce que si c'est pour aller chez Trident, ça vend pas franchement du rêve. Maintenant, pourquoi pas. Quand tu vois des Voisin, Peugeot, Stromstead, haut, sans académie, bah Samy il est bien sympa, mais bon. Ouais. Fornaroli avait fait 11ème de F3 en 20 234. Ouais, certes. Après, Samy Mektounif, ça vaut ce que ça vaut. Il était censé avoir la voiture de Bortoleto, donc je pense qu'on attendait bien plus. Ouais, franchement, Vettelspin mettre Peugeot dans la liste et pas Evan Gilter, bon, voilà, il faut explique. Mais on peut mettre les deux, hein, on peut mettre les deux sans souci. Écoutez, on verra bien ce que l'avenir réserve à notre Français qui a en tout cas fini la saison en beauté et qui se rend légitime à monter, à une montée en Formule 2. Et ça c'est très chouette. Franchement, il a vraiment fini sur la meilleure note possible. Évidemment, on a un peu moins parlé de la victoire de Samy Mektounif à cause de cette bataille pour le titre dans le dernier virage pour le sacre de Leonardo Fornaroli. Mais voilà, très belle victoire pour finir la saison. Pour finir rapidement, les tops et flops de ce week-end de Monza, Team Tramnitz, le champion des courses sprint, hein, comme Xeland 4 nous l'a révélé. Team Tramnitz et Alex Dunn ont fait un super week-end pour l'équipe, un week-end assez propre en plus. Voilà, c'était une saison très irrégulière avec des hauts et des bas. Christian Mansell, nouveau podium encore, très très gros rythme en course principale. Et une petite mention à Josh Dufek, un pilote que j'apprécie beaucoup, qui marque enfin son premier point. Et j'espère qu'il aura le droit à une deuxième saison, puisque je pense que c'est un pilote qui n'a pas pu montrer toute l'étendue de son talent pour le moment. Et parmi les flops du week-end, évidemment, Lindblad, Beganovic, Browning, ouais, sur ce week-end, un peu flop. Je pense en fait il était un peu désespéré, et puis...
Ouais, on pourrait le mettre dans le flop du week-end. Nicolas Tsolov complètement anonyme, alors qu'on avait vu une nette amélioration sur les derniers week-ends. Euh, nulle part face à Christian Mansell. Et évidemment, mon flop favori, c'est pour Sébastien Montoya, qui était rapide, hein, qui avait fait des très bonnes qualifs, mais qui était juste un danger public, à la fois en course sprint, à la fois en course principale, avec des défenses, des attaques complètement inconsidérées. Voilà, je ne sais pas, peut-être qu'on le verra en F2 l'an prochain. Ça promet en tout cas si on le voit en F2 l'an prochain. On s'approche de la fin de ce live. Une petite mention à notre nouveau champion d'Europe de karting, un champion d'Europe français de 17 ans. J'en ai parlé sur Twitter ce matin, Matteo Spirgel, champion d'Europe KZ2 qui succède à un certain Freddy Slater. Je voulais en parler puisque encore hier et même surtout le week-end j'avais espoir que peut-être il puisse monter en F4, peut-être avoir monter en monoplace, avoir une carrière peut-être un peu atypique en arrivant peut-être assez tard, même si 17 ans c'est pas non plus si dramatique. Mais j'ai eu la confirmation par son papa malheureusement qu'il n'y avait pas, enfin malheureusement, oui et non, hein, qu'il n'y avait pas de plan pour un passage en monoplace, donc voilà, il n'y aura pas de... Il a un énorme talent, ce jeune Français, mais on ne le verra pas en monoplace, donc probablement une carrière plutôt professionnelle en karting. On rappelle qu'il y a des pilotes qui sont payés professionnellement en karting, donc probablement c'est ce que fera Matteo Spirgel dans le futur. Petite mention évidemment au coach de Enzo Dellini, à l'ancien protégé de Nico Rosberg, au même titre que Taylor Barnard, le Lorenzo Travisanuto, qui a été champion d'Europe KZ, donc vraiment chez les pros. Travisanuto qui, dans un monde normal, s'il n'avait pas été abandonné par Nico Rosberg, aurait dû avoir sa chance en monoplace, mais voilà, Rosberg a disparu et a ghosté Travisanuto et Taylor Barnard un peu du jour au lendemain, donc carrière à Emilien Denner, ouais, un peu différent, puisque Emilien Denner il vient pas trop du karting, enfin de base il avait plus une carrière en basket, et il a un peu changé un peu au dernier moment, à peu près vers l'âge qu'a Spirgel en ce moment, alors que Spirgel il baigne dans le karting depuis tout petit, donc c'est un peu différent, mais Denner a fait de la F4, il avait même fait de la F3 régionale en Toyota Racing Series, je me rappelle avoir célébré sa première victoire en monoplace vers 2h du matin en Nouvelle-Zélande, face à des Tsunoda, face à des Caio Collet, face à des Liam Lawson. Mais bon, malheureusement, le Covid est arrivé et c'était au pire moment pour sa carrière et ça n'a pas pu enchaîner. Et après ça, il est maintenant pilote professionnel en karting en KZ. Aussi un petit mot sur la Porsche Super Cup. Je n'en parle pas d'habitude, même si c'est en support des Grands Prix de Formule 1, mais c'était la dernière manche de Porsche Super Cup ce week-end à Monza. Et évidemment, j'étais un peu obligé d'en parler puisqu'il y a plusieurs anciens de la monoplace qui se sont distingués ce week-end. Est-ce que la Super Formula est intéressante à suivre? Si je regarde... Attends, la SF? Tu parles de Super Formula, Bulegum? Si je regarde déjà la F3 et la F2, déjà, pour regarder la Super Formula, c'est payant, donc c'est un peu chiant. Je t'avoue que moi, je regarde pas la Super Formula à cause de ça. C'est sur Motorsport TV. Oui, Super Formula, honnêtement, beaucoup de pilotes japonais. Beaucoup de pilotes japonais, très peu de pilotes internationaux. Ça essaye de s'internationaliser un peu. Bon, s'il y a Isaac Adjar l'an prochain, j'essaierai de regarder, mais sinon, en tant que tel, c'est un pilote qui va rarement révéler des pilotes, qui va rarement exporter des pilotes. Voilà. On ne parle pas de Victor Bernier, on ne parle pas de Victor Bernier. Victor Bernier, ça a été une saison assez compliquée. J'espérais bien mieux pour Victor Bernier. Mais écoutez, côté français, Alessandro Guiretti a fait sa première victoire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça a été l'un des tout premiers coéquipiers de Théo Pourchaire. C'était en 2019 en F4 allemande. Ils faisaient tous les deux partie du Sauber Junior Team. Et donc là, Alessandro Guiretti, pilote Porsche Junior, donc vraiment jeune pilote Porsche cette année, a décroché sa première victoire en Porsche Super Cup. Il finit 6ème au général, donc très heureux pour lui. Alessandro Guiretti d'ailleurs, qui est toujours coach de Théophile Nael. Et il y a aussi, c'est pas un français, mais je voulais le mentionner quand même, Robert Dehaene. C'est l'un des tout premiers pilotes que j'ai interviewé au tout début, c'était en 2021 quand il avait gagné le volant Feed Racing de l'école de Jacques Villeneuve et de Patrick Lemarié. Robert Dehaene,
qui avait gagné une finale absolument dingue pour 2 millièmes de seconde face à Elliot Véron. Le lauréat Fid a bien rebondi et il a soufflé le titre rookie face à Cass Havercourt qui sortait de 3 saisons de Freka. Donc voilà, très très heureux pour Robert Dehaene et je pense que la monoplace est passée à côté d'un énorme talent. Mais très heureux pour lui qu'il arrive à rebondir de la sorte. Oui. À venir cette semaine, pas de F2, pas de F3, certes, mais le retour de la Freka. Havercourt s'est fait tuer par Bernier, sinon il gagnait. Ouais, ça avait l'air bon. Je vais éviter de commenter. Je vais éviter de commenter sur la Porsche Super Cup. Ouais, fini la F3. Il n'y a même pas le Grand Prix de Macao comme on pouvait avoir, puisque le Macao va un peu clôturer la saison de Formule régionale plutôt. Donc il y aura la Freka et la GB3 à Donington, enfin la Freka à Imola, la GB3 à Donington. 7e manche de la saison, donc ça veut dire le retour de Tuca Taponel, Rafael Camara, mais surtout côté français d'Alessandro Giusti qu'on avait interviewé il y a quelques jours. Je vous invite à regarder la rediffusion sur ma chaîne YouTube Percy VOD, ça avait été l'un des invités, vous aviez pu poser vos questions. J'avais pu poser mes questions à moi aussi, bien évidemment. Oui, Alessandro Giusti, Evan Gilter, Enzo Denini, Enzo Peugeot, etc. Donc voilà, très très hâte du retour de la Freka ce week-end à Imola. Imola qui avait ouvert la saison d'ailleurs l'an passé. C'est pour ça que j'ai mis l'image d'Alessandro Giusti, il avait marqué ses premiers points en Freka. Donc voilà, on va voir ce que ça a donné. Est-ce que Giusti va pouvoir enchaîner après sa splendide, sa magnifique victoire au Castellet sous la pluie? C'est ce qu'on espère. Est-ce que Evan Gilter va pouvoir arracher le titre rookie? Est-ce que Enzo Denini va pouvoir un peu aller chercher les premiers podiums, etc. Voilà. Est-ce que Enzo Peugeot va pouvoir de nouveau arracher des points? Est-ce que Théophile Naël va se réveiller? Est-ce que Dorian Pain va créer la surprise? Est-ce que Romain Andriolo, Edgar Pierre, etc. On verra tout ça ce week-end à Imola. Pour ceux qui suivent le karting, il y a aussi la finale des Champions of the Future avec notamment Ray Makers qui veut prendre le titre en Oka et Van Langen donc en Oka Junior. Je ne sais pas s'il y a des Français qui peuvent jouer le titre en Oka. Je pense à Louis Iglesias comme ça, mais je ne suis pas sûr. Louis Iglesias qui cherche à monter en Formule 4 l'an prochain. Voilà, moi de mon côté un peu personnel, j'ai fait une interview ce soir. J'ai fait une interview à 18h, j'ai réussi à pas être en retard pour le live. Mais demain, j'ai 2 interviews, dont une interview complètement folle. Voilà, enfin dans une interview, voilà, je vais pas trop la teaser, mais quand elle sortira, vous comprendrez pourquoi ça me tient particulièrement à cœur. Iglesias n'est que 26e au classement, bah qu'est-ce qu'il a foutu? Aucun spoil, indice. Voilà. Ce petit décalage fait que normalement vous pouvez comprendre un peu. Ça donne un indice sur qui je vais interviewer demain matin. Voilà. Là, tout le monde doit me prendre pour un fou, mais vous en faites pas, vous comprendrez. Et t'es trop énigmatique là. Vous comprendrez. Ça a un lien avec les vêtements que je porte aujourd'hui. Voilà. Bon, écoutez, vous verrez tout ça quand ça sortira. Ça sortira de toute façon courant du mois. Ça sortira avant la fin septembre. Et voilà, j'ai très hâte. Et voilà. Écoutez, interview de Kimi Raikkonen. Bah oui, pourquoi pas, bien sûr. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. Ça fait toujours plaisir, hein, surtout pour parler F2, pour essayer de défoncer les moteurs. Est-ce que j'ai reçu des menaces des gens de la F2? Hop. Non, j'ai pas reçu de menace de la F2, a priori c'est très bien. Je vais pouvoir survivre quelques jours de plus. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux, c'était un plaisir. La rediffusion arrivera dans la soirée sur la chaîne YouTube Percy VOD. Et voilà, d'ici là, passez une très bonne semaine. On se retrouvera peut-être ce week-end pour peut-être diffuser un peu de l'Africa. Non, toi aussi, t'as la carte signée pour Cher F3. Ouais, j'ai la carte signée pour Cher F3. J'ai aussi des autographes de Victor Martins et d'Isaac Adjar. Voilà, je sais pas si Victor Martins le sait, je sais pas si sa famille le sait, mais ouais. Et oui. Bon, écoutez, voilà, très bonne soirée à tous. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux et à
très bientôt. Ciao!